Bonjour à tous, ici Stéphanie, la thérapeute de couple qui veut que vous soyez heureux en couple longtemps. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour parler d'un sujet qui est piquant, chaud, bouillant, la culpabilité dans le couple. J'ai déjà évoqué, même brièvement, la communication non violente de Marshall Rosenberg dans la première vidéo. Je pense que je vais régulièrement y faire appel. Dans l'éducation que nous recevons, nous sommes souvent aux prises avec les besoins des autres. On nous a peu appris à s'intéresser à nos propres besoins. Aujourd'hui, le résultat, c'est que nous connaissons très peu nos besoins. Et en plus, nous ne nous sentons pas forcément légitimes à les combler. Et si je fais un lien dans cette vidéo entre les besoins et la culpabilité, c'est parce que j'ai pu remarquer, bien souvent au cabinet, que dans le couple, une des deux personnes estime que ses besoins doivent être comblés par le partenaire. Souvent, une des deux personnes plus que l'autre. J'ai l'impression que la culpabilité féminine est plus tournée vers le je dois être une bonne épouse, je dois être une bonne mère, je dois être une bonne personne pour m'occuper des autres. La culpabilité vient du fait que souvent on doit apprendre à prendre du temps pour soi en tant que femme. On nous a fait comprendre assez rapidement, dans le transgénérationnel, dans la culture occidentale, que la femme elle ne devait pas forcément avoir de besoins propres. Elle doit être attentive aux besoins des autres, apprendre à y répondre. On peut entendre encore des phrases dire c'est pas une bonne femme d'intérieur, ou ce n'est pas une bonne cuisinière. La femme doit s'occuper de ses enfants, de son mari, de ses parents s'ils sont vieillissants, de ses proches, de ses frères et sœurs. Par rapport à nos conditionnements à nous, il va falloir prendre conscience de nos besoins, apprendre à avoir un positionnement égoïste sain. Sinon nous allons, de manière ou d'une autre, les faire peser sur les autres et attendre que les autres les satisfassent, alors que ce n'est pas dans leur attribution. Prendre le temps de s'occuper de soi, c'est tout autant d'énergie gagnée, accumulée, pour pouvoir bien et correctement s'occuper des autres aussi en retour. J'ai pu identifier que la culpabilité masculine, par contre, était de ne pas être suffisamment à la hauteur. Autant au niveau féminin, dans l'éducation, nous avons été tournés vers les autres, à dénigrer nos propres besoins, à pas forcément avoir conscience d'ailleurs de ces besoins. Autant dans l'éducation traditionnelle que nous avons reçue, dans ce transgénérationnel, l'homme doit être suffisamment. Il doit être suffisamment fort, qu'il s'agisse psychologiquement, physiquement, on attend de lui qu'il soit robuste, qu'il soit le roc de la famille souvent. Il doit être suffisamment intelligent pour pouvoir s'organiser, prendre soin de son foyer, ramener de l'argent à la maison. Il doit être aujourd'hui suffisamment patient pour prendre soin des enfants. Il doit être suffisamment à l'écoute de sa compagne pour être quelqu'un d'attentionné. Et n'oublions pas que dans l'inconscient collectif aussi, l'homme a ce rôle-là, qu'il est le chevalier servant ou le prince charmant, qui va arriver sur son cheval blanc et doit posséder toutes les qualités pour rendre sa compagne heureuse. Mais s'il n'y parvient pas, j'ai remarqué que beaucoup d'hommes au cabinet se sentaient coupables de ne pas parvenir à rendre heureuse leur compagne. J'ai pu voir énormément de souffrance dans l'incompréhension des besoins de celle-ci. Beaucoup d'hommes prennent aussi sur eux la responsabilité d'éviter de la souffrance à leur compagne, à leur famille, à leurs proches. Je me réjouis de voir les nouvelles générations qui changent complètement ce format-là, où les tâches ne sont plus uniquement genrées. Monsieur s'occupe de la voiture, et madame est au fourneau, ou avec les enfants, ou en train de faire les courses. Aujourd'hui, ces générations qui arrivent, elles sont épatantes. Elles réinventent les codes. Elles ont envie de vivre avec leur propre modèle. Je trouve ça brillant. Le principe de la CMV ici s'applique parce qu'il s'agit que les deux partenaires prennent conscience de leurs besoins, des rôles qui s'attribuent l'un l'autre, afin de pouvoir déconstruire ces schémas. On ne demande pas à une femme d'être une déesse toute puissante qui puisse combler les besoins de tous les autres. On lui demande d'être heureuse et épanouie, parce qu'une maman épanouie contribuera forcément à faire le bonheur de ses enfants. Une femme épanouie va forcément contribuer à rendre son ménage heureux. Une collègue épanouie contribue forcément à améliorer le travail d'équipe. Et pour les messieurs, vous n'êtes pas responsable du bonheur de votre épouse. Le bonheur, c'est un choix individuel. Certes, la vie, des fois, nous maltraite. Le bonheur, c'est pas une ligne droite. C'est un chemin. C'est un chemin qu'on emprunte. Et même si des fois on prend les chemins de traverse, on peut revenir sur cette route principale. La vie, elle balaye tout le monde. Et pourtant, il y en a beaucoup qui gardent le sourire aux lèvres, qui sont positifs et qui apportent une énergie solaire au monde.
J'ai l'impression bien souvent que ce terme de culpabilité a été un peu instrumentalisé. Je m'explique. Je compare souvent la philosophie tibétaine avec le stoïcisme, le côté réaliste, pragmatique de la pensée. Et bien souvent, leur vision de la vie s'accorde. J'ai eu la chance de pouvoir échanger de nombreuses fois avec des Tibétains au sujet de leur sagesse, de leur culture. Et un jour où je me trouvais un peu démunie face à une réflexion, j'essayais d'expliquer à mon interlocuteur le sens de la culpabilité. En fait, c'est un terme qui n'existe pas en tibétain. Le mot, le concept de la culpabilité n'existe pas. Ça m'a beaucoup fait réfléchir sur notre éducation, sur ce prêt-à-penser. J'aime bien dire prêt-à-penser parce que finalement, les concepts auxquels nous adhérons quand nous sommes petits, nous ne les avons pas choisis. La culture, l'éducation, notre famille va nous transmettre, la société va nous transmettre des façons de penser, de voir les choses. Et finalement, de voir que ce terme de culpabilité n'était pas commun à toute l'humanité m'a permis de faire un pas de côté. Dans la culture tibétaine et dans la langue tibétaine, le concept qui se rapproche le plus de la notion de culpabilité serait celui-ci, le regret intelligent qui décide de faire les choses différemment. Ainsi, il n'y a pas de notion de je me sens coupable, j'ai des péchés à expier, je suis une mauvaise personne, mon fond est négatif, je dois me corriger. Il n'y a pas de notion rabaissante. Il y a juste une notion de prise de responsabilité. Tout comme dans la communication non violente finalement. On ne dit pas je suis coupable, on dit je suis responsable. Je suis responsable de mes besoins, je suis responsable de mon bonheur, je suis responsable de ce que je décide de faire de ma vie, et personne d'autre en fait. Ça, c'est la bonne nouvelle, finalement. Donc, pour en revenir à la culpabilité dans le couple, par notre éducation, on nous a appris à nous sentir coupables. Nous pouvons quand même défaire ces schémas et décider de penser autrement. Je ne suis pas coupable, je suis responsable. C'est pas la même chose. Et décider aussi, dans l'éducation de nos enfants, de leur transmettre la responsabilité davantage que la culpabilité. Donc, si effectivement, si je sais que mes propos ont dépassé ma pensée, mon attitude, mes actes ou mon non-respect de mes engagements ont pu blesser mes proches. Si j'en ai conscience, je peux effectivement décider intelligemment de ne pas reproduire ces actes. Ce sera toujours plus efficace que de se sentir coupable. Et si je n'avais pas eu le choix? Et si ce n'était pas de mon ressort? Concernant la réalité de la vie, nous pouvons aussi évoquer le stoïcisme, à nouveau, la philosophie tibétaine. Les stoïciens voient deux choses. Les choses sur lesquelles je peux agir, les choses sur lesquelles je n'aurai aucune influence. Et chez les Tibétains, c'est la même chose. J'ai un problème. Y a-t-il une solution? Oui. Fais-le. Il n'y a pas de solution. Alors il n'y a plus de problème. Donc selon ces deux philosophies, nous percevons la vie sous deux aspects. Y a-t-il une solution? Je peux faire quelque chose? Oui, je le fais. Il n'y a pas de solution, je ne peux rien faire, donc il n'y a plus de problème. C'est une vision de la vie qui nous permet d'éviter les tortures mentales, les prises de tête, le fait de se faire du souci. Notre citation que j'aime beaucoup, si le problème a une solution, alors il ne sert à rien de s'inquiéter. Et si le problème n'a pas de solution, s'inquiéter ne changera rien. Essayez de percevoir la vie sous trois aspects. Le premier, le business de la vie. Est-ce qu'il va pleuvoir? Est-ce que les récoltes vont geler? Est-ce que je vais pouvoir devenir maman? Est-ce que je vais avoir une fille, un garçon? Est-ce que je vais mesurer 1,95 m et être une des plus grandes joueuses de volley? Il y a des informations et des événements qui sont complètement en dehors de nos champs de compétences. De questions où l'on s'en remet à la vie. Essayer de les changer ne rime à rien. C'est pire que l'auto. 0% de chance de gagner. Le deuxième business, c'est le business des autres. Nous avons tendance à penser régulièrement, on nous a aussi enseigné dans ce sens-là, que nous pouvons agir sur les autres. Donc en premier lieu, notre partenaire, mais aussi en second temps, nos enfants. Nous avons l'impression que nous allons les rendre travailleurs, que nous allons développer leur potentiel et un peu modeler leur personnalité. Le deuxième business, c'est comme le premier. Nous n'avons aucune capacité d'agir dessus. Rien qu'à voir les fratries, vous pouvez donner la même éducation à 5 enfants, vous aurez 5 personnalités totalement différentes, 5 trajectoires de vie et qualités complètement distinctes. Je mets ce business à part parce qu'on nous a enseigné que nous devions être de gentilles personnes. Souvent on nous a dit « Oh, je suis triste, tu n'as pas eu telle ou telle note. Je suis en colère contre toi, tu t'es comporté comme ça. » Et finalement, dans notre éducation, on a toujours fait référence au fait que nous étions à l'origine des émotions de nos parents, par exemple.
Ils sont fiers, ils sont déçus, ils sont contents, ils sont heureux, ils sont tristes. Dans l'absolu, nous ne pouvons pas rendre quelqu'un triste. Si la personne choisit d'être heureuse, elle le restera. C'est ce qui nous amène au troisième business, le nôtre. Nous avons 100% de capacité d'influencer notre vie. Si nous voulons changer nos habitudes, nous pouvons, par la force du temps. Si nous voulons acquérir de nouvelles compétences, changer des aspects de notre vie, nous pouvons nous y employer aussi. Pour résumer, le business de la vie et le business des autres, nous avons 0% de chance d'influencer, de contrôler, de maîtriser. Par contre, nous avons 100% de chance d'influencer notre business. Tout ce qui dépend de nous. Pour conclure cette vidéo, je souhaiterais dire que nous sommes responsables de ce que nous ressentons. Ça ne veut pas dire que c'est évident ou que ce soit facile. Néanmoins, nous pouvons nous poser des questions. Pourquoi je me sens blessée? Qu'est-ce que ça touche en moi? Pourquoi j'attendais que mon ou ma compagne fasse quelque chose pour moi? Dans quelle mesure j'ai besoin que les autres aient besoin de moi? En nous connectant profondément avec nos besoins, nous allons avoir beaucoup de réponses aux conflits émotionnels qui surgissent dans le couple. J'espère ne pas avoir été trop longue ou dense dans cette vidéo. Je voulais vous faire partager mes réflexions sur le sujet. Si vous avez des façons de voir les choses différentes des miennes, n'hésitez pas à laisser des messages en dessous pour qu'on puisse en discuter et voire même peut-être faire le thème d'une autre vidéo. Prenez bien soin de vous. À bientôt.